Bonjour à tous, bienvenue pour cette masterclass dédiée à Pinel. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, donc c'est l'occasion et on a la chance d'avoir avec nous Omar Lagdar de Avantage Courtage qui va nous en parler. Salut Omar. Salut Mathieu, bonjour à tous. Merci déjà Mathieu pour l'invitation. Je t'en prie. Donc l'idée c'est qu'on fasse un tour d'horizon assez détaillé de Pinel. Donc peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent un peu. Bon, on s'excuse pour eux. L'idée c'est vraiment de bien établir vos idées sur le sujet pour ensuite évoquer les évolutions qui arrivent très très vite sur ce sujet-là. Et vous évoquez aussi le Pinel Plus qui va pas remplacer le Pinel, qui va se superposer. Donc, il y aura deux fiscalités désormais bientôt. Et on va essayer de vous les détailler pour que vous compreniez un peu les différences et un peu aussi évoquer les impacts sur le marché. On peut répondre à vos questions sur le positionnement commercial. Donc, n'hésitez pas à en poser sur ce sujet-là aussi pour qu'on puisse vous donner des éléments concrets, des phrases, si vous voulez, pour vous aider à faire vos ventes. Donc, voilà pour l'intro. Omar, je te laisse la main. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Allez, c'est parti. Merci Mathieu. Je vais donc partager un petit support. Ok, donc l'idée, effectivement, comme le disait Mathieu, ça va être de repartir du Pinel pour ensuite, bien sûr, évoluer vers la suite et donc le Pinel Plus et la RE 2020. Donc le Pinel, quelles sont les conditions déjà d'application du Pinel? Déjà, il faut acquérir un logement neuf. Alors, en réalité, il y a la loi Pinel réhabilité qui existe, mais là, en tout cas, on se concentre bien sûr sur la partie logement neuf, qui aujourd'hui doit répondre à la réglementation thermique 2012, RT 2012. On va le voir là aussi, il y a eu une évolution depuis le début de l'année, puisque les permis doivent maintenant répondre à la RE 2020. On y reviendra un peu plus tard. Et puis, la loi Pinel, sa vocation, c'est au fond de répondre à une pénurie de logements et à booster donc la construction de logements. Et évidemment, cette pénurie n'est pas la même partout. Donc, on a un zonage qui est défini en fonction des différentes régions et villes de France. Ce zonage, donc, il se compose de la zone A bis à B1. La zone A bis, bon, on voit que c'est Paris et c'est 68 communes limitrophes. La zone A, ça va plutôt être la deuxième couronne parisienne, le Pays Genevois, certaines communes de la région PACA. Et ensuite, on va retrouver en zone B1 toutes, en tout cas une majorité de grandes villes de France comme Toulouse, Bordeaux, Nantes et ces secteurs qui sont eux aussi très, très dynamiques. Alors, petite remarque sur les zones, pour que vous l'ayez en tête aussi. Ça ne veut pas dire que c'est impossible d'avoir du Pinel ailleurs que sur ces zones-là. On peut en avoir en B2, on peut en avoir notamment en Bretagne. Donc, en fait, par dérogation sur les zones qui sont normalement toutes exclues de l'éligibilité Pinel, vous allez quand même pouvoir trouver des programmes éligibles à Pinel. Il faut qu'il y ait un accord avec la mairie pour que ça soit éligible, mais on vous les présente dans le grid key systématiquement, donc vous les verrez aussi. Mais retenez les grandes zones structurellement couvertes et ce que tu avais sur ta précédente vignette que tu n'as pas souligné, mais les maisons ne sont plus éligibles à Pinel depuis l'année dernière. Depuis les permis de construire déposés depuis l'année dernière, tout à fait. Et effectivement, en termes de zonage, on a notamment le Pinel breton qui peut également être possible selon les zones et les secteurs. Ensuite, on a une condition en termes de durée d'engagement. Donc, l'engagement, c'est un engagement de location nue. Donc, ce n'est pas une location meublée, par exemple, d'un minimum de 6 ans et qui est renouvelable par 2 périodes triennales. Donc, en gros, c'est 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Je ne peux pas faire un Pinel sur 7 ans ou 11 ans. Ce sera 6, 9 ou 12.
ouais, petite remarque là aussi, si je peux ajouter quelque chose sur la durée. Donc, votre investisseur va choisir, il va s'engager auprès des impôts sur la durée qu'il va choisir, 6, 9 ou 12. S'il choisit 9 ans, il ne pourra pas changer d'avis et dire l'année Ouais, prochaine: «Ah mince, en fait, c'est 6 ans». ouais, tout à fait. Donc, En gardez ça en tête. Si vous pouvez choisir 6 ans et augmenter quand vous voulez. Par contre, vous ne pouvez pas redescendre. Ouais, tout à fait. Donc le bon conseil, effectivement, c'est de dire partons sur 6 ans, même si on sait qu'on fera sur 9 ans, mais au moins ça permet d'avoir une forme de souplesse si on doit en sortir au bout de 6 ans. Voilà, après, il faut juste que le client ait le réflexe, effectivement, au bout des 6 ans, de renouveler son engagement de location pour proroger sa loi Pinel, quoi. Une bonne occasion pour vous d'ailleurs de le rappeler, Ouais, tout à fait, ouais, exactement. et de lui proposer d'en faire une deuxième. Ouais, c'est ça, exactement. Ensuite, donc, on a la possibilité de louer à ses ascendants, descendants, ce qui n'était pas le cas de certaines précédentes lois. Et on a un calcul de loyer qui se fait en 3 temps, alors qui va se faire selon la surface pondérée du logement. Donc, c'est une pondération qui est faite entre ses annexes et la surface habitable. On a un coefficient qui ne doit pas dépasser 1,2 et on a ensuite un plafond de loyer en fonction de la zone, puisqu'évidemment, le législateur a fait en sorte que les loyers soient cohérents par rapport au zonage et évidemment, les loyers ne sont pas les mêmes selon les différentes communes. Un point là aussi sur les loyers. Donc, les formules de calcul des loyers ne sont pas triviales, hein, parce qu'il y a cette histoire de coefficient qui rentre Ouais, en ligne de compte et qui est indexé sur la surface du logement. Il y a aussi cette histoire de surface pondérée puisque, on prend 50 de certaines surfaces avec des plafonds à 8 mètres carrés. Et donc tout ça, c'est calculé automatiquement dans GridKey. Vous retrouvez les loyers calculés avec ses plafonds, et cetera, ses coefficients, pour que vous sachiez précisément quel est le loyer plafond Pinel. On le compare aussi d'ailleurs pour info au loyer de marché et au loyer éventuellement mis en place par la commune. Il y a certaines communes qui ont mis des loyers plafonds. Donc, on va prendre le plus petit des trois, hein, le loyer de marché, le loyer de plafond de la commune et le loyer plafond Pinel, pour vous sortir un loyer qui soit prudent et qui soit le plus petit de ces 3 loyers. Donc qui seront déjà tout mâchés et bien détaillés dans GridKey, dans le critère rentabilité locative notamment. mm. Ouais, c'est important parce que, alors ça arrive pas fréquemment, mais si le plafond Pinel notamment est au-dessus du loyer marché, c'est important de bien considérer qu'on va louer au loyer marché et non au plafond Pinel. Ouais. Vous ne pouvez pas partir la fleur au fusil directement sur le loyer plafond Ouais, quand c'est vous faites ça, vos simulations. exactement. Ouais. Il faut vérifier les loyers de marché, c'est ce qu'on fait pour vous. Mm. Ensuite, on a des conditions en termes de plafond de ressources, alors qui existent, mais qui sont assez larges. Là, on voit par exemple qu'en zone Abyss, pour un couple, il ne faut pas dépasser 4 800 € de revenus par mois. Bon, clairement, ça n'existe pas un logement qui ne se loue pas parce que tous les candidats locataires gagnent tellement bien leur vie qu'ils sont tous au-dessus du plafond. Ce serait peut-être une bonne chose, mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Voilà, mais simplement, c'est malgré tout quelque chose qui existe et qui est à ne pas oublier, puisque ça peut arriver, bien sûr, d'avoir des gens qui seront au-dessus de ces plafonds. Mm. La réduction d'impôt, alors bon, ça généralement, les gens la connaissent, elle est de 12% sur 6 ans, 18% sur 9 ans et 21% sur 12 ans, donc elle est de 2% par an. Et sur 12 ans, elle sera de 1% sur les 3 dernières années. C'est pour ça que généralement, on considère que faire un Pinel sur 9 ans permet d'optimiser l'opération parce qu'on est suffisamment rentable en termes de valorisation du patrimoine, puisqu'en 9 ans, on peut estimer, en tout cas, selon là où on a investi, qu'on pourra à minima revendre au prix et voire faire une plus-value. Et on est aussi au bout de la meilleure réduction possible, puisqu'on est au bout des 2% par an et qu'ensuite on rebascule sur 1%. La réduction, elle est calculée sur le prix de revient, donc prix d'acquisition plus alors une partie des frais de notaire. Et il y a un prix plafond de 5 500 € le mètre
et de 300 000 € annuels. Donc, je peux tout à fait faire une loi Pinel sur un logement à 7 000 € le mètre ou à 380 000 €. La seule chose, c'est que le calcul de la réduction se fera uniquement sur ces plafonds de 5 500 et de 300 000 €. Alors ça, c'est des éléments qui sont pris en compte lorsque vous faites une restitution commerciale sur GridKey et que vous éditez, donc ça inclut un plan de trésorerie mensuel pour calculer les réductions d'impôts chaque année. Évidemment, on tient compte des 2% ou des 1% selon si on est sur 6, 9 ou 12 ans, et aussi de tous ces plafonds de 5 500 au mètre carré ou de 300 000 € au max pour le prix du bien. C'est important. Évidemment, on tient compte aussi des impôts de votre client. Si votre client il a 1 000 € d'impôts, on va effacer jusqu'à 1 000 €. Donc, ça ne sert à rien de lui proposer un Pinel dans ce cas-là. Et le dernier point, c'est que c'est réparti sur 2 logements maximum. Donc, là, idem, ça peut être 2 logements qui dépassent les plafonds de 300 000 ou de 5 500, mais ce sera uniquement 2 logements, pas plus. Juste, il y a une question de Damien sur justement ce sujet des 5 500 € ou des 300 000. Rien ne vous empêche de proposer un logement à 400 000 € ou un logement au prix au mètre carré à 6 000 €. Simplement, le calcul de la réduction d'impôt se fera sur le plus petit entre le prix au mètre carré de votre logement et les 5 500 €. Donc, si c'est à 6 000 € du mètre carré, la réduction d'impôt, elle sera recalculée sur un montant de 5 500 € fois la surface de votre logement. Et s'il dépasse 300 000 €, si c'est 400 000 €, pareil, on fera un calcul de la réduction d'impôt sur 300 000 € max. Les 12%, 18% ou 21% de réduction d'impôt s'appliqueront sur ces éléments-là. Ça arrive notamment en Ile-de-France de plus en plus souvent, en tout cas de dépasser ces plafonds. Alors, aujourd'hui, on est dans une phase particulière puisqu'on a une baisse des taux de réduction d'impôt qui intervient à partir du 1er janvier 2023. Donc, pour tout acte passé avant cette date, les réductions d'impôt de 12% sur 6 ans, 18% sur 9 ans et 21% sur 12 ans sont bien sûr maintenues. Et au-delà de cette date, à partir du 1er janvier, on passe à, par exemple, sur 9 ans, à 15% de réduction d'impôt. 1er janvier 2024, on passera à 12%. Donc, on a une baisse qui va se faire petit à petit des taux de réduction sur la loi Pinel, parce qu'elle va être considérée par le législateur comme une loi qui ne met pas encore suffisamment l'accent, qui ne favorise pas suffisamment la problématique énergétique et environnementale. Et on a du coup une autre loi qui va effectivement cohabiter avec la loi Pinel, qui débute le 1er janvier 2023, qui est la Pinel Plus. Alors ça, c'est un point important de retenir que la bascule se fait sur la date d'acte, ce qui n'est pas trivial, c'est-à-dire que si vous commencez à signer une réservation, un contrat de réservation pour votre client en septembre, pour la fin de l'année, là, il y a des chances que votre acte il ait lieu en 2023. Et si c'est le cas, et que vous avez fait des simulations à votre client sur 12, 18 ou 21% de réduction d'impôt, vous allez avoir la surprise de découvrir que la réduction d'impôt, ça ne sera pas celle-là. Au final, ça sera probablement 10,50, 15% ou 17,50. Donc, il y a une difficulté, je dirais, qui tient à votre maîtrise du planning de l'acte. Tu peux peut-être nous détailler comment vous gérez ça de ton côté, Omar, pour nous, c'est assez simple. On va faire un suivi déjà par dossier assez. Alors, nous, on a la double casquette, il faut le savoir, de courtier en prêt et courtier en immobilier neuf. Donc, de ce fait, on maîtrise, en tout cas, on est au plus proche des dossiers de financement de nos clients. Donc, déjà, la première étape, c'est de bien les faire avancer. Sachant qu'on est dans un contexte aujourd'hui où on a des taux qui augmentent et on a une situation qui est plus tendue en termes d'acceptation des dossiers.
Ensuite, c'est effectivement vis-à-vis des promoteurs de valider le fait qu'on soit bien sur une acceptabilité cette année. Et puis, c'est un suivi après des dossiers, quoi, hein, tout simplement. Voilà, on estime que jusqu'au mois de septembre, et dans la mesure où le dossier est actable, on n'est pas en risque, dans le sens où ça nous laisse le délai nécessaire pour passer l'acte. Voilà, après, on sait très bien que à partir de mi-septembre, début octobre, on va avoir un certain nombre d'investisseurs potentiels qui vont nous dire moi, je veux investir, mais sous cette Pinel-là, et donc je veux acter cette année. Et là, ça va commencer à être plus compliqué, quoi. Il y a, on parle d'arguments de vente régulièrement. Là, cette année, l'argument de vente, il est assez simple, c'est un fait, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir une loi Pinel qui est, par exemple, sur novembre à 18%, donc en tout cas qui a son meilleur taux possible, on va dire. On a des taux qui augmentent, donc plus j'achète tard en tant que client et plus mon prêt va me coûter cher. Et plus potentiellement, pour ceux qui sont un peu justes, ça passera plus. Et on va y revenir, une réglementation énergétique qui évolue vers plus de contraintes pour les promoteurs et qui va donc leur coûter plus cher. Et je suis sûr que tout le monde sera très surpris de voir que quand un promoteur a des coûts de travaux qui sont plus importants, plus élevés, bien sûr, c'est répercuté sur les prix de vente. Donc voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où la meilleure version de la Pinel, en tout cas à nos yeux, c'est maintenant. Et tu as une visibilité sur les délais des banques pour sortir les dossiers de prêt? Est-ce que c'est stable, ça se réduit, ça s'allonge? Non, c'est assez stable. La seule chose, c'est que les banques vont moins valider les dossiers et donc il va y avoir plus de refus. Et donc potentiellement, quand vous avez un refus, il faut voir s'il y a une possibilité de le passer avec un autre partenaire bancaire. Donc c'est ça qui peut éventuellement faire perdre du temps. Mais après, les délais en soi bancaires n'ont pas été rallongés, quoi. Ce sont simplement les conditions d'octroi qui ont été allongées, qui ont été durcies. Ouais, ok. Alors, cette nouvelle loi, donc le dispositif Pinel Plus, qui s'est appelé Super Pinel au départ. Donc, le Pinel Plus, déjà, il va cohabiter avec la loi Pinel actuelle. La seule chose, c'est que, comme on l'a vu, à partir du 1er janvier de l'année prochaine, le Pinel actuel, il sera à 15%. Le Pinel Plus va concerner donc les logements qui sont exemplaires sur le plan social et environnemental, qui sont soit dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, soit qui respectent certains critères de qualité environnementale. On va y revenir dans un instant. Et dans les deux cas, les logements doivent respecter un certain nombre de règles, à savoir avoir un espace extérieur privatif, avoir une double exposition à partir du 3 pièces et respecter des superficies minimum. Donc, ces superficies, on les a sous les yeux. On a du T1 à 28 mètres carrés, du T2 à 45, T3 à 62, T4 à 79, T5 à 96. On a des surfaces extérieures minimum également, donc celles qui sont affichées à l'écran, entre 3 et 9 mètres carrés. Et donc, tu parlais de surface minimum pour le T3, uniquement à partir du T3. En fait, c'est à partir du T1? Non, je parle de double expo à partir du T3. Ah, pardon, ok. Donc, alors, la notion de double expo, c'est le fait d'avoir au moins un ouvrant sur deux façades. Donc, parfois, les gens font le raccourci et disent ouais, ok, donc il faut qu'il soit traversant. Non, ça peut être un appartement qui est en angle d'un bâtiment. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il y ait deux ouvrants. Enfin, même qui n'ouvrent pas, mais deux fenêtres, en tout cas, qui donnent sur l'extérieur. Sur les appartements à partir du 3 pièces. Ça, c'est obligatoire. Et les surfaces minimum, après, c'est effectivement pour l'ensemble des logements. Ça fait pas mal de contraintes. Oui.
parce que ne serait-ce que, et on le comprend facilement, ne serait-ce que d'un point de vue composition d'un bâtiment, pour faire en sorte d'avoir des doubles expos à partir du 3 pièces ou d'avoir des surfaces extérieures sur le maximum, voire tous les logements, évidemment, c'est complexe quoi, pour les promoteurs. Donc, c'est une vraie contrainte technique. Ça, donc c'est bien des contraintes qui s'imposent, sauf si le logement est dans les zones de la politique de la ville. Si c'est un logement dans la politique de la ville, il n'y a pas ces contraintes-là. Alors, en fait, il y a ces contraintes-là, sauf les notions de critères environnementaux. Donc, si on est sur un quartier prioritaire, on n'a pas besoin de respecter les critères environnementaux. D'accord. Mais dans la vraie vie, la RE 2020 est imposée de toute façon sur tous les dépôts de permis de construire depuis le début de l'année. Donc, en tant que promoteur, si je dépose un permis à partir du 1er janvier de cette année, de toute façon, je dois le déposer en réglementation énergétique 2020. Ouais. Donc, sur ce qui sera en Pinel Plus l'année prochaine, on peut considérer que de toute façon, je ne sais pas, 90% du stock sera de toute façon en réglementation, en RE 2020. Quoi. Ils n'auront pas le choix pour la RE 2020. Non, sur les dépôts de permis depuis le début de cette année, ils n'ont pas le choix. D'accord. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ça correspond à quoi? Les quartiers, c'est défini par la ville, donc c'est forcément variable, mais en gros, ce sont souvent des quartiers. Alors, il y a deux choix, soit des réhabilitations de quartiers complètes, soit des créations parfois de quartiers. On a même parfois des ZAC, les zones d'aménagement concerté, qui sont considérées comme quartiers prioritaires. Voilà, mais évidemment, le quartier prioritaire, ce sera rarement du plein centre-ville. Voilà, ce sont plutôt des zones à réhabiliter qui sont aux alentours de la ville, quoi. D'accord. Et ça, dans le cadre du Pinel Plus, pour l'instant, c'est évidemment pas encore défini par les communes. Donc là, un gros effort sur Pinel Plus sur les extérieurs aussi et des surfaces minimales pour que ça soit donc des qualités de logement en fait meilleures. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir un standard de confort global qui soit effectivement meilleur, quoi. Donc Dorothée, ce qu'on vient de dire, c'est que dans les quartiers prioritaires de la ville, il faut respecter les critères. C'était un peu ambigu, mais les critères s'appliquent aussi. Voilà. Et c'est pas pareil du tout que la loi de Normandie, qui est pour la réhabilitation de logements anciens. Il y a une question de Christophe sur le sujet. Là, on est vraiment sur du logement neuf. Non, ouais, tout à fait. Ouais, on est bien sur du logement neuf. Ouais. Mais oui, puisque la vocation du Pinel Plus, dans le prolongement du Pinel et des lois qui ont pu exister auparavant, c'est de booster la construction de logements parce qu'on en manque. Donc, la vocation, elle est bien là. C'est simplement qu'il y a une nouvelle orientation qui, petit à petit, va être de plus en plus prégnante, qui est l'orientation environnementale dans la globalité de la durée de vie du bâtiment, on va dire. Puisqu'on va voir ça, donc la réglementation énergétique 2020 va se concentrer sur un certain nombre d'objectifs à caractère environnementaux. Donc l'idée déjà, c'est d'avoir des bâtiments qui ont des dépenses énergétiques inférieures à 15 kWh par mètre carré par an, ce qui correspond à du bâtiment passif neutre, et ce qui tend vers du bâtiment qui soit positif, du BPOS, donc des bâtiments qui vont produire plus d'énergie que ce qu'ils n'en consomment. L'objectif, il est là. Donc ça va passer par un renforcement de la sobriété du bâtiment en soi, par la prise en compte de l'empreinte carbone sur l'ensemble de la durée de vie du bâtiment et du chantier, et par l'anticipation de l'inconfort d'été, puisque on voit qu'on a des chaleurs de plus en plus importantes, et c'est quelque chose que le gouvernement a décidé de prendre à bas-le-corps sur la partie logement neuf. Ok, donc tout ça, ça passe par des critères de notation, par des indicateurs
à chaque fois qui vont permettre d'évaluer le bâtiment et soit il rentre en gros dans les critères et il obtient sa notation, soit pas. Voilà. C'est quelque chose qui est étudié par bâtiment. Si on parle d'impact sur le marché, alors là, on mentionne un surcoût de travaux de 7 à 10%. Pour l'instant, on n'a pas assez de retour des promoteurs. Enfin, c'est assez disparate puisqu'il y a deux choses qui se mélangent. C'est la hausse du coût des matériaux et des matières premières et ce surcoût lié à la réglementation énergétique qui font que globalement, les promoteurs aujourd'hui construisent plus cher. Ils ont déjà plus de mal à obtenir de leurs fournisseurs les matériaux. Et ensuite, bien sûr, c'est plus cher. On a une fourchette assez large puisque les promoteurs vont nous annoncer effectivement entre 7 à, j'ai vu du 20% à peu près de surcoût travaux annoncés en tout cas par les promoteurs. L'autre complexité de la RE 2020, c'est le fait d'obtenir un DPE A. Et ça, c'est quelque chose, alors certains vont même jusqu'à dire que c'est quasi impossible, en tout cas au stade de la construction ou très complexe. Donc ça représente encore une fois un challenge. Et au fond, les promoteurs, quand on échange avec eux et qu'on va leur demander, OK, quel est ton stock prévisionnel, en tout cas, en termes de projection sur de la Pinel Plus, ce sera a priori très peu et on serait entre 10 et 25% du stock Pinel en Pinel Plus. Pas du stock global, du stock Pinel en Pinel Plus. Donc tu dis que c'est difficile en fait d'avoir une note de DPE à A, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est des complexités techniques, mais effectivement, ça fait partie des challenges pour les promoteurs de réussir à avoir un DPE qui soit A. Ce qui est une nécessité, j'imagine, pour avoir les dépenses énergétiques pour que avoir tu indiques au-dessus. la Pinel Plus. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc ça, cette consommation passive là, inférieure à 15 kW par mètre carré par an, en fait, elle correspond à un diagnostic de performance énergétique le meilleur possible, donc en A. Oui, c'est ça, tout à fait. Et alors, c'est pas parce que je suis en RE 2020 que je suis en Pinel Plus, puisque on a vu les critères précédents. Pour être en Pinel Plus, on a d'autres choses à respecter. Donc, le fait d'être en RE 2020, c'est quelque chose que les promoteurs, de toute façon, doivent savoir faire, puisque c'est imposé, encore une fois, depuis le début de l'année, sur leur permis de construire. Mais par contre, quand on vient cumuler, au fond, la notion de superficie minimum, de double expo, d'extérieur, etc., ça réduit les possibilités pour les promoteurs de faire du Pinel Plus parce que c'est un cumul, quoi. Alors, juste pour que je comprenne bien cette histoire de DPE, puisque tu dis qu'ils ont obligatoirement la nécessité de respecter la RE 2020, Oui. donc d'être inférieur à 15 kWh par mètre carré par an. Oui. Et donc d'être DPE A. Alors, la RE 2020, en tout cas a priori, ne serait pas forcément obligatoirement un DPE A. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire que tu peux respecter la RE 2020, mais pas être en DPE A. Ouais, tout à fait. Alors, quand je te dis que tu peux ne pas être en A, tu ne seras pas en C. Hein. Ouais. Mais en tout cas, a priori, tu peux avoir une souplesse là-dessus et tant mieux parce que c'est une phase aussi de transition. Donc, l'idée, c'est que les choses, que les promoteurs puissent continuer de construire. Mais on tend effectivement vers le DPEA et du coup, c'est bien ça qu'il faut viser pour les promoteurs, dans tous les cas. Et les obligations d'un point de vue strictement, j'allais dire légal, c'est d'être en RE 2020. Et pour le Pinel Plus, c'est ce qu'on a vu précédemment avec les notions de superficie, de double expo, etc. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Alors, donc on a bouclé la courte présentation qu'on avait prévu de vous faire pour que vous ayez des idées sur le Pinel, l'évolution de Pinel l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, parce que ça va évoluer en 2 années, vous avez vu, et le Pinel Plus qui va arriver l'année prochaine en parallèle.
Alors, on a une question. Alors, Ori nous dit, on est en train de dire que pour le Pinel Plus, la construction ne peut pas avoir plus de 4 appartements par étage pour permettre d'avoir au moins 2 ouvertures. Non, non, puisque Ouais, c'est pas exactement ça. Parce que imagine, il tu as faut que pas des que le traversants, tu veux voir une longue barre de traversants, tu en mets autant que tu veux. bien sûr, ouais, c'est ça. En fait, il ne faut pas qu'il y ait 4 appartements, mais par contre, effectivement, pour qu'il y ait 2 expositions, il n'y a pas 50 possibilités. C'est soit un appartement traversant, soit un appartement en angle. Mmh. Puisque c'est le seul moyen d'avoir une double exposition. Donc, en gros, bah, tu peux avoir effectivement des appartements d'angle et au milieu des appartements traversants, par Ouais, exemple. c'est Mais ça. par contre, on est en train de dire que pour le promoteur, pour faire ça, ça nécessite de devoir articuler le bâtiment en pensant à ça. Et bah, le promoteur, il y a un moment où il a une notion d'opération, enfin, de viabilité de l'opération. Donc, il faut qu'il produise suffisamment de logements pour être rentable sur la construction de son immeuble. Donc, lui, sa mission, c'est aussi d'optimiser le nombre de logements par étage. Donc, voilà, il y a un équilibre à trouver entre les deux. 2 points. Un sur la réduction d'impôts, dans le cadre du Pinel Plus. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais c'est la Oui, même que pour le Pinel actuel. oui. Donc, C'est bien pour ça voilà. d'ailleurs que là est vraiment l'intérêt de se dire qu'aujourd'hui, la version du Pinel actuel est la meilleure. C'est qu'au fond, l'année prochaine, quand on sera en Pinel Plus, on restera sur les mêmes taux. Donc, ce n'est pas bonifié, ce n'est pas supérieur, c'est simplement le maintien de ces taux-là. Tout en étant, donc on l'a vu, en RE 2020 avec des coûts de construction plus élevés, donc bien sûr des prix de sortie qui seront plus élevés. Alors, vous avez vu que les critères, pour être éligible au Pinel Plus, ils dépendent à la fois, je dirais, de la résidence au complet, c'est-à-dire que la RE 2020 s'applique évidemment à tout le bâtiment, hein, c'est pas un logement. En revanche, les contraintes, d'exposition, de surface minimale, elles s'appliquent à chaque logement individuel. Donc on Oui, peut complètement avoir une résidence RE 2020 avec certains logements, certains lots qui sont éligibles au Pinel Plus et d'autres qui ne sont pas éligibles au Pinel Plus, qui sont juste éligibles au Pinel. oui. C'est d'ailleurs effectivement ce qu'on anticipe un petit peu, c'est d'avoir des bâtiments avec à chaque fois, enfin en tout cas régulièrement quelques lots qui soient en Pinel Plus parce que plus grand en surface, double expo, etc. Et on a une date de fin de Pinel Plus aussi? Il est valide jusqu'à quand, le Pinel Plus? Non, enfin pour l'instant, il est annoncé comme étant 2023-2024. Mmh. Voilà, mais après, Ça sera prolongé. En on fait, sait. oui, d'accord. Donc si, il y a une date de fin, mais temporaire, on va dire, qui est à 2024 pour l'instant. Ouais, ouais, je pense que ça se prolongera encore derrière, quoi. Mmh. Ouais, effectivement. Comme ça l'a été toujours On a et une date de fin du Pinel, qui est pardon? 2020. On a une date de fin du Pinel, bien sûr, Et la qui est date de fin de Pinel, c'est 2024. 2024 aussi. Ouais. Donc les 2, Pinel et Pinel Plus, pour l'instant, c'est 2024 à suivre pour les renouvellements, et Ouais. éventuelles d'autres nouvelles lois comme, ça arrive à chaque fois, ça sera tout à fait probable. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, sur ces sujets-là? Je vois, donc allez-y, on peut prendre quelques minutes encore pour y répondre. Tu as une idée toi donc tu dis, une baisse des stocks, majeure en Pinel Plus, puisque il y aura que, 25 a priori qui va être éligible. Hem, il va y avoir, un impact sur le marché Pinel Plus à ton avis? Alors, Sur le nombre à quel d'investisseurs qui vont y aller? Ah, euh, à mon avis, sincèrement, pas plus que ça. Un peu peut-être, mais pas plus que ça, parce que bah, déjà en vrai, même si c'est toujours mieux à 18%, une loi Pinel classique à 15%, ça fonctionne. Alors c'est sûr que psychologiquement, c'est compliqué quand on sait qu'elle était à 18, mais c'est toujours mieux que zéro. Ensuite, il y aura cette option de basculer en Pinel Plus, parce que je pense qu'il y aura aussi une notion de sensibilité individuelle par rapport à ces critères environnementaux. Hein.
Et deux, on voit que d'une manière générale, sortie du logement neuf, de toute façon, le gouvernement et l'administration vont pousser de plus en plus vers des solutions qui soient viables d'un point de vue environnemental. Et du coup, aujourd'hui, l'investisseur qui voit, par exemple, ce qui se passe sur le marché de l'ancien, avec prochainement le fait de ne pas pouvoir louer en fonction du diagnostic, etc., font que potentiellement certains sont rassurés entre guillemets d'investir en Pinel Plus en se disant j'achète ce qui se fait mieux en termes de réglementation environnementale et du coup je suis entre guillemets tranquille et voilà, mon logement est durable, quoi. Ouais. Donc après, il faut voir aussi que beaucoup des investisseurs auxquels vous aurez à parler l'année prochaine, ils ne connaîtront pas forcément les taux de réduction de Pinel de l'année Ouais. actuelle, en gros. Et donc, ils sauront juste que voilà, vous leur présenterez les nouveaux taux de réduction. Ça fait quand même des montants qui resteront intéressants. Et sans qu'ils aient forcément connaissance de ce qu'il y avait avant. C'est un peu la même chose sur, les bascules d'une loi à l'autre lorsque, la nouvelle loi est moins, attractive que, celle qui précédait, hein. Je suppose ceux Ouais. qui ont connu la loi Robien, il y avait des taux de réduction qui étaient beaucoup plus élevés encore. Donc, à chaque fois, les investisseurs auxquels vous parlez, ils connaissent que la loi que vous leur présentez, généralement, c'est pas des spécialistes fiscaux, qui ont suivi toutes ces évolutions-là dans le détail. Ouais, et puis là, ils auront le choix. Donc finalement, ils peuvent avoir 18% sur 9 ans, par exemple. Simplement, il faut basculer en Pinel Plus. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir conclure la présentation maintenant. Merci Omar pour cette présentation bien synthétique qui vous a permis, j'espère, d'avoir les idées claires sur ces sujets-là. Et on vous dit à très bientôt. Ouais, merci Mathieu pour l'invitation. Et il y aura, je t'en prie, il y aura un replay qu'on vous enverra évidemment, comme d'habitude. À très bientôt. Merci à Bonne tous. journée. À bientôt. Ouais.